Eh, c'est pas possible, il va pas commencer maintenant, cet enculé. Bienvenue Nathan sur la chaîne. Merci. Donc les gens ne te connaissent pas, tu es un peu un homme de l'ombre, mais si tu veux, présente-toi en quelques mots, comment les gens peuvent apprendre à te connaître. Moi je m'appelle Nathan Hamelin, mon métier principal c'est de rendre un peu sexy les marques et de faire en sorte qu'ils vendent plus. Donc principalement axé en acquisition client et en storytelling pour l'identité de marque. Et à côté de ça j'écris beaucoup et j'aime toutes sortes d'art, mais beaucoup plus l'écriture, et donc j'ai un roman qui est sorti et un recueil de poèmes qui va sortir bientôt. On pourra le mettre sur l'écran de toute façon. Ouais. Tu dirais, parce qu'aujourd'hui tu es entrepreneur, Ouais. tu dirais que ça a commencé d'où cette aventure? Ok. Moi j'ai fait une école de commerce. Ouais. Et la première année, j'ai fait un peu n'importe quoi parce que j'ai listé BDE. Et du coup, j'ai fini par retaper ma première année. Mais la deuxième année, je m'ennuyais beaucoup. Et c'est parti sur un coup de tête entre potes un soir. On n'avait pas de thunes, on était étudiants. Et puis on se dit, putain, on n'a rien dans le frigo, on va reprendre un Uber Eats à 7 €. Ouais. Et pourquoi on va bouffer des pâtes toute la semaine après alors qu'on va en soirée, etc. Et on s'est dit, et si on livrait en fait les étudiants une fois par semaine tous les lundis, donc du lundi au vendredi, parce que souvent c'est le vendredi, ils repartent chez leurs parents, et on leur donne toutes les denrées alimentaires, on en fait des recettes, et comme ça on fait en sorte que les étudiants ils mangent mieux et ils aient toujours quelque chose dans le frigo pour éviter de payer les Uber Eats à 7 balles, etc. Et ça s'appelait comment? Ça s'appelait Be Food Be. Pareil, je pourrais mettre à ton avis des captures d'écran là d'enregistrement. Ouais, s'il en reste, parce que du coup depuis c'est terminé. Ça a duré 8 mois. Et pourquoi t'as arrêté justement? Pourquoi j'ai arrêté? Voilà, on va faire plein de méli-mélo là du coup. Parce que j'ai dû quitter précipitamment Dijon. Dû peut-être à un projet. Ouais. En fait, mon premier roman, c'est un livre, une critique et une satire sur les écoles de commerce. Et c'est parti un peu en live. Parce que j'ai dit des choses que les écoles, du moins, n'avaient pas envie que je dise. D'accord. Donc c'est parti un peu en live, genre procureur de la République de Dijon, toutes ces choses-là, c'est assez marrant. Et du coup, j'ai eu pas mal de pression sur le coup, et on m'a dit supprime ton livre, etc. T'étais le premier élève à faire ce genre de livre qui critiquait ton école? Ou du moins les écoles de commerce? Ouais, c'était pas mon école, parce que je veux pas du tout cracher dessus. Ouais. C'est le système en lui-même qui est un peu... Enfin, c'est pervers, quoi. C'est pervers à mort. T'avais des fichiers Excel de notation en fonction des filles, de l'heure qu'il était en boîte, quoi. T'avais 4 heures, je sais pas, Anne... c'est pas le Nirvana, mais de toute façon, si tu regardes ce fichier-là à 4 heures, c'est que t'as pas le choix. Ouais. C'était carrément un classement, un répertoire. Ah, il y avait des trucs comme ça et tout, ouais. D'accord. C'était assez fou. Et donc voilà, moi, c'était des choses que j'avais envie de raconter, parce qu'au fond, quand t'es dedans, tu te rends pas compte que ça tourne mal, en fait. Et quand tu prends un peu de recul, tu te dis, waouh, mais attends, mais c'est pas ça la vie. Et j'ai voulu en écrire quelque chose, sauf que du coup, on se rend pas compte qu'au début, toi, t'as quoi, j'avais 20 ans, t'es dans ton lit, tu pianotes sur ton ordi, et tu te dis pas du tout que ça peut avoir des conséquences énormes et tout, mais d'un sens, c'est plutôt réjouissant, parce que ça veut dire que tu peux te dire que dans ton lit, allongé, avec un ordinateur, tu peux faire bouger quelques lignes. Et ça, c'est cool. D'un point de vue personnel, moi, c'est ça qui m'a fait me dire qu'il y avait quelque chose de spécial avec toi. Ouais. Parce que le fait d'écrire un livre, surtout à cet âge-là, il y a déjà peu de gens qui se posent la question, mais alors ceux qui le font, encore plus rare. Encore plus rare, ça c'est Et clair. le pire, c'est que aujourd'hui, il est publié sur Amazon en auto-édition, Ouais. mais tu avais même trouvé une maison d'édition. Ouais, mais qui me proposait des clopinettes. Et vu que le métier que je voulais faire pour monter ma boîte, c'était de l'acquisition client, et je m'étais dit, je vais le vendre tout seul. Bon, ça s'est pas passé comme ça. J'ai juste profité du buzz au début. Ouais. Et petit à petit, ça s'est estompé. Mais de toute façon, le buzz a été très bref, parce que vraiment, on m'a bien incité à le dépublier.
D'accord. Ouais. Donc un peu céder à la pression. Ouais. Mais pour revenir après. Mais est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, si tu vivais la même pression, tu saurais mieux la gérer? Ouais, 100%. Parce que c'était la première fois. Une vague de haine, même si c'était pas que ça, peut-être. Une sacrée vague de haine. Ouais, grosse pression. Mais et tu penses vraiment que tu pourrais sans doute gérer la même, mais une un peu différente, je sais pas, sur un de tes business. Tu sais, c'est toujours chaud d'arriver. Ouais, mais je pense qu'il faut laisser juste du temps au temps. Et que. Ah, t'aurais dû, genre, pas répondre, des trucs comme ça? J'aurais dû juste, mais rien faire. Et attendre que ça passe. Jusqu'à qu'une autre news vienne manger celle qui était la mienne, en fait. Clairement. Non, mais il n'y a que comme ça que ça. C'est ça, en plus. Parce qu'en vrai, une fois que j'ai dépublié, 2 semaines après, c'était fini. Et donc, tu te dis, putain, genre, t'as cédé pour un truc où, en fait, les gens n'y attachaient pas plus d'importance que ça. Parce que 2 semaines après, c'était terminé. Donc, ça fout bien. Ce que je trouve ouf, moi, c'est que quand à chaque fois que je rencontre un nouveau problème, je me dis, au final, pour résoudre le problème, il faut juste que j'en trouve un autre plus gros. Ouais. Et en fait, à chaque fois, il s'efface comme ça. Mais c'est exactement ça. Et alors toi, tu sors ton livre. Ah oui. Tu te prends une vague de haine. Tu es obligé de quitter Dijon, mais dans quel état d'esprit on est à ce moment-là? Parce qu'on a misé sur l'école de commerce pour trouver un taf. Et alors là, c'est clairement retour à la ville natale. Ouais. Et qu'est-ce qu'on fout? Et ce qui est assez marrant, c'est que dans le bouquin, c'est plus ou moins ça qui se passe. C'est que le mec, il arrête l'école, Paul Paroni, le héros, il arrête l'école, il décide de vivre sa vie et de tenter sa chance et tout. Ah, tu penses que genre, t'écrivais ton histoire du moment et t'essayais d'écrire celle qui allait suivre? Bah, c'est possible parce que regarde, c'est ce que j'ai fait. La fin, bon, qui est modifiée maintenant, c'est plus la même qu'au tout début. Mais la fin initiale, c'est exactement ce que je suis en train de vivre maintenant. Ce qui est assez marrant, du coup. Alors que je l'ai écrit il y a 2 ans. Ah putain, ouais, ça fait déjà. Ça fait. Ouais. Et alors, comment t'as rebondi là-dessus? Parce que je pense qu'il y a une impression aussi que peu de gens se doutent, mais c'est genre, t'es dans ta ville natale, tu la quittes pour les études. Les gens, ils te voient faire des trucs de ouf, ils se disent, waouh, c'est incroyable. Et en fait, le retour à la ville natale, c'est un peu vu comme, tu sais, une défaite déjà auprès des autres en mode, ah putain, j'en étais sûr, il a échoué. Il a échoué, ouais. L'avantage. T'as eu cette remarque déjà ou pas? Non. Non? Bah non, parce que direct, t'arrives et tu dis, bah, je viens ici, c'est pour monter ma boîte. Donc ça, c'est différent. Tu reviens dans ta ville natale, mais t'as un bouquin. En plus, il y a une relation presse qui arrive juste derrière, je crois. Genre, d'accord. Pas très longtemps après que je sois revenu. Les gens, de toute façon, ils voient que ça marche plutôt bien dès le début, donc il n'y a pas d'échec. D'accord. Et puis, sachant qu'en plus, moi, quand je suis revenu, c'était avec l'ambition d'aider le territoire. Donc là, ça a changé tout. C'était partir du principe que l'or n'était pas du tout digitalisé et qu'il fallait absolument que quelqu'un prenne ça en main. Et du coup, c'était ma mission initiale. Après, je me suis heurté à plein de trucs un peu relous, du genre, ah bon, on n'a pas le budget, non mais tu te rends compte, c'est un loyer, parce que forcément, c'est un département où les entreprises sont pas très riches, en soi, surtout les commerçants, par exemple. De base, ma cible initiale, c'était les commerçants. J'ai vite pivoté. Mais non, quand tu annonces que tu reviens pour une chose précise et qu'en fait, c'est carrément une mission de vie, qu'est-ce que tu veux que te disent les gens? Et donc, pour que les gens arrivent à capter ton état d'esprit, t'as voulu digitaliser le territoire, mais comment t'en es venu à savoir que tu pouvais le digitaliser? Alors ça, c'est super important, et ça, on en parle beaucoup en plus. C'est de toute façon, on apprend mieux qu'en faisant. Et le fait que quand j'avais monté cette boîte-là, moi, il y avait mon ex-copine qui faisait donc tout ce qui était les recettes de cuisine, etc. Il y avait mon pote qui s'occupait en fait de toute la logistique, des transports, et moi, je m'occupais de tout ce qui était acquisition client, penser la communication, penser le marketing. Et de ce moment-là, quand ça commence à grossir, tu te dis attends, il nous faut un site web. Tu vas voir une agence web qui te demande 4 000 € pour un site vitrine. Tu serres les dents, t'es étudiant, tu dis non, je vais apprendre tout seul. Ça te prend à peine 2 semaines à comprendre qu'en fait il faut que tu prennes un Shopify et que ça va te prendre 1 semaine de faire ton template et que tu vas pouvoir vendre. Et
Et après, une fois que tu as ton site en place, et là, c'est parti, il faut faire de l'acquisition, il faut aller chercher des clients, il faut aller faire les relations presse, il faut aller faire tout ça. Et ça marche super bien pendant 8 mois, parce qu'en fait, le confinement, ça a été une grande chance. D'accord. Parce que plus personne ne pouvait aller dans les magasins. Non, mais c'était du grand n'importe quoi. Transition, ouais. C'était un truc du grand n'importe quoi. Et du coup, on est passé d'une cible étudiante à beaucoup de vieux qui, eux, étaient super effrayés d'aller dans les magasins. Parce que là, t'avais un truc de psychopathe sur le virus à ce moment-là. C'était le moment où on préconisait de porter des gants et pas des masques. T'arrives à voir, c'était quel mois à peu près? Ouais. On est en 2022. Mars 2020. C'est ça le début du Covid, non? Ouais, c'est ça. Et c'était le moment où j'allais livrer les clients. Parce qu'à ce moment-là, j'avais pas encore le livreur. Et genre, tu mettais des gants. Parce que c'était préconisé par le gouvernement de mettre des gants, mais pas des masques. Alors, on les a vite oubliés, les gants, tu vois. Donc ça, c'était marrant. Et donc, c'est un truc de ouf, quand même, parce que... Au final, ça suit encore ton business aujourd'hui, t'es dans une situation, tu te rends compte que les étudiants n'arrivent pas à bouffer, tu résous ce problème. Ouais. Tu rencontres un problème en voulant faire ce truc-là, le site web. Donc tu commences à découvrir comment créer le site web. Ouais. Et en fait, à chaque fois, tu as fait ça. Dès que tu as rencontré un problème, tu l'as solutionné. Tu le solutionnes. Tu l'as vendu juste après. C'est vrai. Pour te suivre. Pour te suivre, à chaque fois, tu as fait ça. Ouais. Et ça, c'est un truc de ouf parce que au final, même ceux qui vont regarder la vidéo, là, ils peuvent se dire, eux, ça paraît peut-être anodin ce qu'ils font, mais ils ont résolu à chaque fois un problème. À chaque fois des problèmes. Et que souvent d'autres personnes se posent et d'autres personnes ont besoin. Ouais. Et là, je veux juste faire un parallèle sur ce qui t'est arrivé très récemment. Ouais. Qu'est-ce que t'as fait un truc exceptionnel là dans les 2 dernières semaines à peu près? Ouais, c'est cool. Qu'est-ce qui s'est passé et comment t'as découvert ça? Dans ma présentation tout à l'heure, je disais que j'aimais toutes les formes d'art. Ouais. Et puis c'est parti d'un délire avec un pote, Tom. On sortait d'une soirée, machin, et puis on voit qu'il y a une annonce pour un film, en fait pour un casting de film. Enfin, plus un rôle de figurant et tout. Vous voyez ça sur quoi? Sur Internet? Ouais, sur Internet. Et puis on se dit, banco, de toute façon on était au fond du gouffre, on était en canapé comme ça, on se dit, qu'est-ce qu'on fait d'utile dans la journée? Et puis on postule. Et puis, en fait, je me fais rappeler genre une semaine et demie après, et puis on me dit, votre profil nous intéresse, machin et tout. Aucune notion de comédie, jamais fait de théâtre, je suis pas du tout acteur, mais l'enfer. Et en fait, j'ai été pris pour 2 jours. Et en plus, avec des vraies scènes et tout, vraiment pas de la figuration où tu danses. D'accord, c'est un truc au-dessus. Il y a peut-être un nom pour ça, non? Ouais, je crois que c'est Silhouette, un truc comme ça. D'accord. Un truc comme ça. Acteur de complément, Silhouette. T'avais jamais fait la figuration, je sais pas quoi, dans... Vita. Voilà, non. Dans ça de Luc Besson. Je m'en foutais, clairement. Et en fait, c'était une expérience de malade. Par contre, c'était... alors, il y a un truc super important, c'est que même en tant qu'entrepreneur, il faut arriver à accepter de lâcher prise, mais tout en essayant de garder le contrôle. Quand tu joues une scène, il faut accepter que c'est plus toi et que c'est le personnage. Mais donc, il faut que tu sois dans le total lâcher prise. Donc en fait, il y a eu une coach qui est venue nous voir et tout pour faire genre, vas-y les gars. Ah ouais, elle coachait entre guillemets les novices. J'étais le seul qui était pas dans... D'accord. Ouais. Parce que... Elle me l'a dit en plus, elle m'a dit, t'es comédien? Je dis non, pas du tout. Elle me dit un truc du genre, qu'est-ce que tu fous là alors? Je sais pas. Parce que je suis là. Au départ, ce que j'avais l'impression, c'est qu'ils t'ont employé pour un truc un peu lambda, puis en fait, t'es allé dedans, ils t'ont proposé de plus en plus, non? De faire des choses. Non, mais dès le deuxième, dès le deuxième après, ils m'ont plutôt dit, on a un rôle plus vu et tout, et donc ils m'ont dit, est-ce que ça t'intéresse? Je dis oui, et puis on est parti là-dessus. Incroyable. Et donc ce qui est marrant, c'est qu'en plus, donc faut toujours croire en ce que les choses se passent bien, parce que il y avait plein de trucs. C'était prérequis, c'était est-ce que tu sais danser des danses des années 60, genre le jerk, le Machi Potatoes. Moi, j'ai les 2 ligaments croisés. Je peux pas danser ça, c'est trop sur les genoux et tout. Je dis oui. Moi, je dis j'apprends vite, tu vois. Ouais. Après, il fallait savoir faire de la moto, du scooter. J'ai jamais fait de moto, de scooter, mais genre de ma life entière. Je dis oui.
Je dis que je le sais aussi, tu vois. Et le jour du tournage, on arrive. Et en fait, je tombe sur un proprio chiant et du coup, je fais pas de moto. Et donc, je suis grave content. Ah oui, d'accord. Ouais. Et pour la danse? Et pour la danse, bah du coup, vu que j'étais plus figure en danse, j'avais plus besoin de danser. C'est incroyable. C'est-à-dire, t'as dit oui à un truc que tu savais pas faire et ils t'ont emmené faire autre chose. Et en fait, les bonnes étoiles ont fait que tout s'est aligné exactement sur ce que je savais faire. Et alors, t'as pu rencontrer qui là-bas Plein de gens incroyables. Et je me suis entendu déjà rien qu'avec notre petite bande avec laquelle on joue la scène. T'en as joué une scène? J'ai joué une scène et une autre très longue, mais qui est coupée en fait en 3 scènes. Ok. Et ça s'appellera comment le film? Tu peux pas le dire? Non. D'accord. Et qu'est-ce qui t'a le plus impressionné comme métier, je dirais, dans le fait de faire un film? Ouais, l'acteur. Ah, c'était l'acteur? Bah mec, t'as une scène un peu où genre... c'est genre comment il se transforme. Comportement féminin, ouais. Et genre l'actrice, elle va se moucher en 10 secondes. Et hop, le mouchoir il s'est enlevé, ça fait action, et puis là mec, c'est plus la même personne quoi. Mais en 10 secondes, D'accord. Les performances d'acting, j'ai trouvé ça super fort. Ah ouais, le fait qu'ils arrivent, dès que la caméra démarre, c'est plus les mêmes. Plus les mêmes. Mais ça tu le chopes vite, hein, je crois. Parce que souvent on se marrait et tout avant que la caméra tourne, et puis d'un coup, tu changes de visage. Là. Tu fais un truc qui... Est-ce que tu crois que tout le monde passe... différemment, on va dire, après la caméra, parce que justement, tout le monde est dans ce mood-là? Comment ça? Si, mettons, t'as que un vrai acteur avec que des guignols, c'est impossible que tout le monde rentre dans le film. J'étais le seul guignol. Là. Voilà. Ouais. Donc c'est pour ça, tu sais, t'as l'air un peu d'être embarqué. Ouais. Je pense. C'était dur, hein, parce que la première scène, je sentais le gap. Ouais. C'est la première fois que je faisais ça, tu vois, genre... Et tu dirais, tu l'as comblé en combien de temps? Combien de temps? Même si on peut pas dire comblé. En combien de gorgées, du coup? Ah, non. C'est vrai? Putain, j'aurais fait pareil, mais dans... Moi, je faisais pareil, mais dans l'avion. Non, mais sur les scènes, on avait une grande bouteille de Calva, donc je suis sûr qu'il y aura trop des faux raccords dans le film, en plus. Mais ah oui. Parce que c'est important à comprendre. Ah oui, d'accord, à prendre dans la gueule, quoi. Ah ouais. Ah et en plus, c'est important de savoir qu'une petite scène de 30 secondes, 1 minute, tu la refais, mais genre 20 fois, 30 fois. Et donc, en plus, il y avait... Donc là, j'ai super mal à la gorge. Parce que sur la scène, donc cette fameuse scène où on a mis peut-être à peu près 20 prises à la tournée, moi, je fume des clopes. Et en plus, il faut les allumer à l'allumette. C'était dans les années 60, tu vois. Et ben, c'était grave l'enfer, parce qu'une fois sur deux, je la craquais, ça niquait la scène, machin truc et tout. Ah putain, ouais. Et du coup, j'ai fumé, je crois que c'est genre 23 clopes en 1h30. Ah, t'es comme le mec de Peaky Blinders qui est pas fumeur et qui enquille, quoi. Ouais, j'avais trop mal à la gorge. Et ouais. Non, j'étais un sacré guignol, hein, par rapport aux autres. Et donc, à un moment, bah, lâcher prise, ok. Puis je prends la bouteille de Calva, puis je m'enquille. Ça a fait combien de temps le tournage? En tout, sur tout le film? Ou... Depuis le début où t'as commencé, et au moment où tu leur as dit au revoir? 17h. Normalement, les convocations, c'était 17h, 5h du matin. Ouais. Ah Ouais, ça tape. Hein. Ah oui, d'où la bouteille de Calva qui avait le très bon timing. Voilà. Ah oui. Là, j'ai eu le temps de la claquer. Hein. Ouais. Et donc, en fait, le premier, on n'avait qu'une scène. Donc, en fait, on a fait 17h, minuit. Parce que c'était une scène parmi tant d'autres de tout le tournage. Et par contre, après, on a fait 17h, 4h du matin. Qu'avec nous. C'était que des scènes avec nous, du coup, toute la soirée. C'était super stylé. T'as dû signer des contrats, de droit à l'image? Ouais, bah les 2 contrats de journée, quoi. Ils te font des contrats de travail de journée. D'accord. Purée. Et tu te sens un peu saucé parce que c'est écrit le producteur à droite, l'artiste à gauche. Et tu signes il t'appelle artiste quand c'est comme ça. Putain. Tu te sens un peu saucé. La classe. Ouais. Et alors, tu dirais de cette expérience, si tu devais retenir 2, 3 leçons?
Mais je sais pas si c'est vraiment des leçons à prendre en compte parce que dans la vie de tous les jours, ça se passe bien. Alors je me dis pourquoi je changerais. Mais le lâcher prise, c'était super intéressant. Tu vois quand même que les mecs, ils se sentent bien dans leur peau, quoi. Parce ils sont complètement. Tu parles de vrais acteurs en disant ça ou de mecs comme toi? Non, de gens sur le plateau aussi. D'accord. Tu sens que tous les gars, et les filles aussi, elles sont dans la totale lâcher prise. Une totale. Et tu sens que ce fait de s'assumer complètement et de juste être soi, et je sais pas, t'as envie de faire un cri d'animal, tu fais un cri d'animal, et puis personne va... T'as déjà fait du théâtre? Jamais. Non. C'est pour ça. Non, mais ça c'était vraiment le premier il doit truc. faire ça, moi j'en ai fait non plus, mais j'ai l'impression que ça décrit un peu ça. Et en parlant de ça, tu te prends vite au jeu par contre. Les caméras, tu les oublies très vite. Par contre, tu m'as déjà dit ça une fois, et ça m'a fait penser à ça justement. C'est que je pense que jouer devant 1000 personnes, c'est facile. Mais l'équipe technique, tu vois, enfin, genre on est 30 autour, quoi. Puis tu sais, tu connais un petit peu tous les visages, du coup, machin. Ben ça, c'est plus dur. La caméra, tu oublies, mais pas les gens. Est-ce que... Et vu que tu as des discussions hors scène, et ben ça te ramène au réel le fait d'avoir parlé avec eux avant. Et par contre, je pense que s'il y avait 1000 personnes, ce serait plus facile que 30. Parce que 30, tu personnifies les gens. Bah, du coup, j'ai une question en cohérence avec ça. Si tu as vu des scènes où il y avait, mettons, 10 acteurs qui tournaient et des scènes où il n'y en avait qu'un, est-ce que ça te paraissait être plus une performance pour celui qui le faisait tout seul que quand il y en avait 10? Ouais, tout seul. Tout seul, putain, faut avoir la présence. Faut avoir la moelle, hein. Pour prendre tout l'espace tout seul. Ouais. C'est assez fort. Hein. Qu'est-ce que tu fais alors en ce moment et quels sont tes projets pour cette année? Ok. Tes gros projets. Mes gros projets pour cette année. Alors, il y aura un tout petit projet, mais j'ai absolument envie de le faire parce que je pense que lâcher prise, c'est important. Là, je me suis renseigné pour prendre des cours de théâtre en particulier. Parce que je me sens pas encore... Particulier, d'accord. Ouais, je me sens pas encore à le faire avec tout le monde. Ah ouais? Tu n'aurais pas pu le faire avec la troupe où tu as été? Si. Mais c'est surtout parce que j'ai une requête spécifique à lui faire, c'est que ma demande, c'est de lâcher prise. Et donc je pense que s'il faut faire un travail spécifique, ça va être chiant en groupe. Donc c'est vraiment lui dire, bah voilà, on fait un travail sur moi, et ce que je veux, c'est absolument arriver à lâcher prise, mais comme jamais. Parce que genre, dans n'importe quelle circonstance. Les gens ne te connaissent pas, donc ils vont pas pouvoir trop voir de quoi je parle, mais ceux qui te connaissent, ils vont voir. C'est-à-dire qu'à mon avis, ceux qui te connaissent, ils se disent, mais il lâchait pas déjà prise. alors que pas encore assez. Ouais. Et alors, je lâche, mais dans des situations et des zones de confort. Avec mes potes, sur mon taf, parce que ça y est, maintenant mon taf, je le connais sur le bout des doigts, donc je peux clairement lâcher prise. Mais j'ai envie d'arriver à faire en sorte que dès que je rentre quelque part, dès que je fais quelque chose, et même si c'est une chose que je ne sais pas encore faire, je suis à l'aise. Et je pense que ça passe par un travail mental et corporel. Tu auras un exemple de situation à laquelle tu penses? Je sais pas. Par exemple, à un moment où tu voudrais lâcher prise, un exemple que tu as où tu te dis j'aimerais être plus à l'aise. Parce que là, moi, le seul truc qui me spawn... C'est une meuf. Ah, voilà. Putain, merde, tu m'as niqué ma blague. C'était sûr. C'était sûr. Merde, putain, je me voyais tellement le dire. Non, j'ai pas ce problème-là. Non, le problème... Putain, il m'est arrivé un truc incroyable. Et on va faire la transition. Ça fait la transition avec ta question. On est au bar la semaine dernière, un soir. On commence à parler avec des gens et tout machin. Tom, lui, s'en va. C'est vrai que là, on dit quelqu'un depuis tout à l'heure, mais personne ne sait qui c'est. Mais c'est un pote à nous. Et moi, tu vois, il y a une fille qui vient me voir, viens, on va fumer une clope et tout. Je dis, ok, on fume. Et t'as toujours ce truc où, bah, tu sais, chacun est bourré, machin, tout le monde commence à parler. Et il y a le truc, tu fais quoi dans la vie? Et c'était horrible. Et donc, c'est là où j'aimerais arriver à mieux lâcher prise. Parce que le tu fais quoi dans la vie s'est transformé en une explication, vous pouvez pas voir sur la caméra, mais la majeure partie de mon temps aujourd'hui, je la passe sur leur moto, qui est un constructeur de véhicules durables, mais on aura l'occasion d'en reparler après. Ouais, je mettrai sur. Et une fois que je lui ai expliqué leur moto,
j'ai essayé de faire le plus vulgarisé, simple, très rapide. Et ben, la fille, elle a... Syncope, quoi. Ouais, grande syncope. Elle a fait, moi je suis en reconversion. Voilà, tu me dis ça, super, je passe pour quoi? Je dis, je viens juste t'expliquer ce que je fais, c'est pas... Et elle s'est, mais braquée d'un coup. Alors que tu vois, tu serais dans le lâcher prise, tu pourrais arriver à beaucoup plus aller dans la dérision sur ce truc-là. Et parler surtout d'autres choses. On est tellement drivé projet qu'on en oublie les futilités. Et malheureusement, dans de la relation sociale avec de l'inconnu, je pense qu'il faut garder de la futilité. Je suis complètement d'accord avec toi. Même si je pars du principe qu'il faut respecter le temps des autres. Parce que quoi qu'il arrive, dès que tu parles avec quelqu'un, tu lui prends du temps. Mais il faut remplir de futilité. Ça me fait penser à... on faisait un atelier de financement là, pour leur moto il y a 3 semaines. Tout a commencé à se décanter une fois qu'il y a 2 personnes, donc de l'entreprise et de leur moto, qui ont parlé de rugby. Tout simplement. Et qui ont commencé à se vanner, genre non, mais il y a une chance pour le Angoulême, c'est le titre cette année. Et tu vois, il y a un truc qui s'est brisé parce que là, il y a eu un truc extra pro. Ouais, genre, tu vas arriver à adopter une certaine attitude dans différentes situations. Mais genre projet, tout le temps drivé par ça, comme tu dis, tu vois que par ça. T'as peut-être du mal, comme moi, je m'inclus dedans aussi, quand tu parles à des gens qui n'y connaissent rien. Ouais. Même avoir de l'autodérision sur son projet, c'est un peu chaud, mais c'est super chaud. Ouais. Et par exemple, Franck le fait très bien. Franck, lui, il dit, on lui demande tu fais quoi dans la vie, alors qu'il est multi-entrepreneur, il a plein de boîtes, il révolutionne énormément de choses. Il regarde les gens, il regarde s'il a une traction commerciale avec eux. S'il voit qu'il en a pas, il dit je suis informaticien. T'imagines? C'est intéressant. Parce qu'il dit pourquoi je vais me faire chier à aller raconter à quelqu'un avec qui de toute façon ça va rien m'apporter de parler. Tu fais quoi dans la vie? Je suis informaticien. Ouais, direct, il arrive à caractériser l'audience à qui il parle et il adapte le discours, quoi. Ouais. Genre, il y a 3 chemins dans sa tête. Ok, il est comme ça, je fais telle réponse. Et puis voilà, et puis ça sert à rien de lui expliquer tout ce que je fais parce que de toute façon la discussion va mener à rien. Donc je suis informaticien. Et ça, je trouve ça fort. C'est ce que j'ai beaucoup fait sur le plateau. D'accord. C'est tous des artistes en termes de business, ça sert à rien. Et donc je disais, je suis dans le digital. C'est-à-dire, je fais de la pub. Voilà. Ouais, ça peut être marrant aussi de faire un peu comme... je me risque là. Un peu comme ton livre préféré. Il y a une meuf, elle te demande ce que tu fais. Tu lui fais, tu vois, 99 francs. Voilà. Ouais, c'est ça. De la coke et des pubs. Des pubs. Des pubs. Je mettrai de sous-titres s'il y a un petit... En parlant de ça, on a regardé l'idéal il y a 3 jours là. C'est quoi l'idéal? L'idéal, c'est l'adaptation cinématographique de Au secours, pardon, de Bec BD. Je connais pas. Faut que tu mates. Trop marrant. C'est Gaspard Proust. L'acteur principal. Ça me dit quelque chose, mais je crois qu'ils avaient fait une promotion pour L'amour dure 3 ans. Ils avaient fait un truc ensemble, je crois. Il y a moyen. Parce que c'est aussi Gaspard Proust dans L'amour dure 3 ans. Ouais. C'est pour ça les 2 étaient sur On n'est pas couché, il me semble. Ok. Et justement, Léa Salamé, elle essayait de tâcher Gaspard Proust, et il l'avait bien... Parce qu'il regarde un peu partout, on dirait qu'il est coquille à la mort dans l'interview. Ouais. Et je la vois très bien. Je la vois très bien parce qu'il regarde Léa Salamé, à un moment il lui dit un truc super fort, genre vous m'aurez pas, tu vois, un truc comme ça. Ouais, je l'ai. Écoute, pour être, on va dire, dans le timing, et de toute façon, si les gens veulent te revoir, soit je mettrai comment ils peuvent te rejoindre sur les réseaux sociaux, soit tout simplement, on fera une autre interview, et même, ça se trouve pas que nous 2, mais peut-être une 3e personne avec une 4e. Ouais. Et alors, c'est simple, pour terminer cette interview, j'ai envie que ce soit fataliste, un peu à mon image. Donc la question c'est, aujourd'hui, pourquoi t'es pas mort? Ça, c'est une bonne question, je me la demande tous les soirs. Alors. Moi, j'ai un gros problème avec ça. Pourquoi? C'est peut-être super égoïste, mais j'ai pas envie d'avoir fait de partir avant d'avoir fait un truc qui va faire en sorte que les gens se souviennent de moi. Tout
simplement. Et tu crois que le livre, c'est pas déjà... Bon, c'est petit, encore. C'est grave petit. Et donc... Tu sais ce que tu imagines comme quelque chose de grand ou... Je sais pas, c'est un film, c'est faire 1 million d'euros, c'est être président. Les choses, elles sont tellement en constante évolution aujourd'hui. Grâce au business avec lesquels je tourne en ce moment, je rencontre énormément de gens super intéressants, qui ont fait des super choses. Et je pense pas que je puisse déjà dire de manière prémonitoire ce que je vais faire, parce qu'en fait, c'est les autres qui vont faire en sorte que ce que je vais faire, ça va marcher. Je crois que c'est que par rapport aux rencontres et au flux continuel de rencontres qu'il va se passer un truc petit à petit. C'est un peu comme quand tu fais un enfant, tu vois. Genre, c'est un truc marrant, c'est que faire un enfant, tu fais des allers-retours. Attends, à quel moment? Bah, quand tu couches avec la personne. D'accord. Tu fais des allers-retours, et en fait, faire un enfant, c'est juste un aller sans retour. Mais c'est juste la répétition d'un mouvement qui fait qu'à un moment, il se passe quelque chose qui est éjaculation. Ouais. et là, t'as envie que je mette un film de cul, là, et là, t'as un gosse, tu vois. Et je me dis, bah écoute, je vais continuer à faire mes allers-retours dans le monde pro, jusqu'à qu'il se passe quelque chose. Et donc, il y aura un événement qui sera sûrement une rencontre, qui sera sûrement une prise de conscience sur un certain sujet. Par exemple, peut-être sur le Web 3, des choses comme ça, on ne sait pas. Bien que ça me ferait très flipper, parce que j'ai un peu de mal avec ça, avec cette envie de vie virtuelle. Mais j'ai regardé la série Upload d'ailleurs. Bah justement, tu uploads dans une after-vie. D'accord. Une après-vie, ouais. Avec tout trop marrant parce que tu glitches et tout, enfin, c'est assez marrant. Mais c'est assez flippant. Mais je pense que utiliser à bon escient, ça peut être quelque chose de génial. Et donc, juste à trouver l'utilisation. Et pour ça, il faut trouver les bonnes personnes. Et alors, pour terminer, si tu avais 3 livres à conseiller à ceux qui nous regardent, ce serait quoi? Même qui peuvent te résumer ou ceux que tu conseilles? 3 livres. T'en as dit un tout à l'heure. 99 francs. Qui t'ont le plus marqué ou qui te résument le mieux? Qui m'ont le plus marqué. C'est dur quand même. L'éloge de la fuite, Henri Laborie. Tu sais que j'ai vu ce livre-là cité quand je faisais des sondages là, sur les réseaux. Ah bon? Je sais pas d'où il le sortait, mais... Ah ouais? Ouais, je voyais Henri Laborie, L'éloge de la fuite. C'est incroyable ce livre. Hein. Je sais pas, j'ai jamais lu, mais... Faut que tu le lises. Il part du principe que... C'est une des théories de l'éloge de la fuite, mais... Que... lorsque tu as un problème, il faut absolument fuir. Dans le sens où tu peux battre, mais au moins être en mouvement. Mais en gros, en fait, c'est une souris, par exemple, qui va être super statique. Et le fait qu'elle soit statique face à la peur, eh ben, va développer des cellules cancérigènes partout dans son corps. Par contre, si elle est encore dans un endroit clos et qu'elle a le droit de bouger, les cellules cancérigènes, elles se développent, mais moins rapidement. Admettons, là on pourrait voir Bernard Tapie par exemple. Tu vois. Ouais. Le mec se bat, mais ça se développe quand même, ce qui est normal par rapport à tout ça. Et après, tu as la personne qui peut vraiment partir. Et là, du coup, elle développe presque rien, ou si ce n'est rien face à la peur. D'accord. C'est une partie de l'éloge de la fuite. Ouais, bah écoute. Et c'est vachement intéressant. L'éloge de la fuite, et puis je suis bête en fait, il suffit que je regarde vers ma gauche. Ça va faire super. En fait, ouais, plein quand même. Conditions de l'homme moderne d'Hannah Arendt, c'était incroyable. Ah, ok. Mais par contre, je vais dire un truc peut-être rompre de Yann Moix, moi j'ai adoré. Rompre, je sais pas si ça a parlé aux gens, mais c'est une rupture avec une fille avec qui il était très bien. Ouais. Même ça se voyait à la télé qu'il était dépressif. Bah, à mort. Et puis c'est 127 pages, ça se lit d'une traite. C'est comme si c'était des lettres et tout. Et tu t'identifies à mort. C'est ce que j'allais te demander. Bah ouais, mais c'est ça aussi. C'est ça. Mais on aura l'occasion de parler de cul dans une prochaine vidéo. Okay. Non, mais il dit des trucs incroyables hein, quand il dit que c'est pas la présence d'une absence qui... C'est ça que je retiens de ce livre. Hein. Que c'est pas la présence d'une absence qui gêne vraiment quelqu'un, qui provoque le chagrin, mais c'est bien l'absence d'une présence. C'est-à-dire, c'est dans l'autre sens. Non, tu me l'avais dit.
le fait que la personne soit absente, mais tu la sais avec quelqu'un d'autre. C'est comme ça que tu le résumes. Et il dit même dans une phrase, je crois, un truc du genre, il y a quelque chose de pire que la mort, c'est être privé de celui qu'on aime, ou de celle qu'on aime. Un truc comme ça. Parce qu'il dit, il a raison, c'est que la personne restait encore vivante, tu vois, était le seul à pu avoir le droit de la toucher. Donc, elle est la propriété de tout le monde, mais elle ne sera plus jamais la tienne. Et enfin, tu voyais que le mec, il était vraiment dans une dépression énorme quand il a écrit ça, mais j'ai trouvé ça super beau, ce livre. Et sinon, il y a Cadre d'Amite. je mettrai, regarde, je mettrai le lien en description et en commentaire. Je vais faire ma petite pub. Voilà, ça va être zoomé. Bah écoute, Nathan, merci pour cette interview. Sûrement, on va accueillir l'autre boug de Tom, très chaud, qui a été de nombreuses fois cité dans cette interview. Ouais. Et à mon avis, il peut être aussi assez marrant, lui. Bah, si vous voulez d'autres parcours en dents de scie... Ouais, lui, il va être pas mal. Ah, lui, il va être bien. Ouais. Bon, bah merci en tout cas. Puis de toute façon, vous pouvez rejoindre Nathan sur ses réseaux, voir un peu ce qu'il fait. Même sur LinkedIn aussi, il est très présent. Et bah, tu partages tout ce qui est leur moto et tout ça, c'est pas mal. C'est plutôt ça, ouais. Parce que je suis beaucoup axé sur la présence digitale de mes clients et moins sur moi. Ouais. Mais je pense que très récemment, il y a un nouveau projet qui va arriver, donc je peux peut-être vous inviter, c'est vrai, à aller voir du côté de mon Instagram, qui pour l'instant est personnel. Mais mon recueil de poèmes est terminé et très bientôt, je vais sûrement sortir des adaptations des recueils. Voilà, en lien justement avec l'aspect comédie qui est récemment. Voilà. Parfait. Bon, bah, merci à tout le monde d'avoir suivi cette vidéo et on se revoit sans doute pour l'interview de Tom. Yes. Allez. Salut.